tu viens de Fribourg à Genève, tu as fondé une famille, tu t'es enraciné en Suisse, à propos de la réflexion et de la... On ne va pas blaguer sur la lenteur, mais en tout cas, les diapositives, on rime, mais tu sais, on rime en fait, hein, quand on dit ça. Voilà. Et puis tu as fait différentes choses, et en tout cas en 2001, tu as créé Ordinata. Hein, donc tu vas nous dire, toi, quelques mots. Ordinata, ça veut dire, c'est du latin, hein, en fait. Ça veut dire les choses pas qu'on a. Oui, ça vient c'est le participe passé au pluriel quand les choses ont été ordonnées, quand elles ont été mises en ordre. Elles sont, voilà. Et voilà, tu as commencé à travailler avec un titre un peu inhabituel de philosophe-manager, qui travaille, hein, et tu as travaillé dans beaucoup de structures, puis tu as mis peu à peu tes propres méthodes et démarches, en particulier la dynamique participative, hein, en place. Et puis voilà, comme tu l'as proposé et que les choses ont bien marché, tu as constitué une équipe autour de toi de gens qui sont philosophes, biologistes, ou bien jardiniers. Ils ont tous une double casquette. Pardon. On n'entend pas. Non, c'est vrai. Ah, bah dites-le. Hein. On se parle vrai. Alors, je parle plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça marche. Bon, eh ben alors je vais parler plus fort. Et si je parle comme ça, on m'entend mieux? Oui. On n'a pas grand-chose. Voilà, alors, je redis deux mots. Donc, Stéphane, tu nous viens de Fribourg. Tu y as fait souche, tu as créé ton entreprise Ordinata, hein, et développé cette démarche qui s'appelle la dynamique participative. Et Stéphane, tu nous as fait l'amitié de venir commencer à te former au co-développement, sinon on ne t'aurait peut-être pas connu. Désolée pour nous. Et on a trouvé ça tellement passionnant, hein, les échanges qu'on a eus sur des tas de choses qui ont du sens, et tout ce qui a trait justement au fait de s'arrêter pour réfléchir. On s'est dit, ça vaut le coup de te donner la parole. Et je disais que tu as constitué autour de toi une équipe d'une dizaine de personnes, oui, qui ont toutes alors, vous fonctionnez en plusieurs langues. En Suisse, c'est normal, hein, avec l'allemand, l'italien, le français, bien sûr. Voilà. Et une équipe de personnes qui ont toutes des doubles visions, qui peuvent être biologistes et managers, jardiniers et philosophes. Enfin, j'ai vu, il y a des choses très, très, très variées. Toi, j'ai donc dit que tu étais philosophe-manager. Et peut-être bien que c'est en tant que philosophe qu'on t'a invité ce matin. Mais ta partie de manager nous intéresse aussi, bien sûr, puisqu'on est tous immergés dans des situations qui touchent notre monde, et surtout, a priori, le monde professionnel. Et toutes les structures, qu'elles soient privées, publiques, associatives, elles nous intéressent toutes. Et donc, voilà, c'est fantastique. Nous sommes très heureux de t'écouter ce matin. Voilà, et j'espère que ça va marcher, tant mieux, parce que ce serait dommage de ne pas entendre la conférence. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup Stéphane, et on s'apprête à t'écouter avec beaucoup de joie. Très bien, merci beaucoup. Avant de réfléchir. Merci infiniment. Alors, quand Dominique et Anne m'ont demandé de venir ici, il était question de donner une conférence. Et je leur ai dit, je suis mal à l'aise avec le mot conférence, est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors, ce sera un partage. Voilà. Mon partage est organisé en 4 parties. D'abord, je prolonge l'excellente présentation qui a été faite par Anne, donc pour faire connaissance. Et puis ensuite, j'aurai 3 axes de réflexion en fait pour ce matin. Premier axe serait réfléchir et prendre le temps pour qui, pourquoi. Deuxième axe, c'est prendre le temps pour réfléchir seul et ensemble. Et puis troisièmement, de la réflexion à l'action. Alors, tout d'abord, donc, pour faire un peu plus connaissance, je voudrais dire 2 mots sur mon métier de philosophe-manager, qui est en fait, j'en suis parfaitement conscient, une contradiction dans les termes. Parce qu'on ne peut pas être philosophe et manager. En tout cas, c'est ce que l'humanité essaye de faire depuis Platon. Platon, vous savez, il s'est cassé les dents il y a 2500 ans, il n'a pas réussi. Je ne sais pas si je vais faire mieux de mon côté. Mais en tout cas, c'est un paradoxe que j'ai bien aimé relever, d'être philosophe et manager en même temps. Donc, j'ai
étudié et enseigné la philosophie aux universités de Fribourg et de Genève. Et puis après, j'ai fait un saut quantique dans le monde d'aujourd'hui en rejoignant le premier Internet provider de Suisse à l'époque, le tout premier. Et c'était une entreprise extraordinaire avec une fantastique expérience en fait qui nous était donnée de vivre. Après avoir engagé une quinzaine d'ingénieurs, des gens du métier de la connectique en fait et de l'internet, le directeur s'était rendu compte que c'était en fait un changement de société, un changement de culture qui était en train de s'opérer. Et à partir de ce moment-là, il a engagé des historiens, des archéologues, des philosophes, des économistes, des juristes, des littéraires pour mener des projets informatiques. Et c'est dans ce monde-là que j'ai en fait appris à prendre mon courage des deux mains. Et c'est ce qui a donné naissance à Ordinata en 2001. Donc, nous sommes 8 associés, et les associés, sauf moi, ont tous une double casquette. Tout le monde a 2 métiers. Ceci pour déjà rejoindre à l'intérieur de la personne une diversité de points de vue, une diversité d'expériences, une différenciation, on pourrait dire. Et ces 8 associés, tu en as nommé quelques-uns, j'aimerais bien les dire parce que nous sommes très fiers de nos titres que nous inventons nous-mêmes, comme nos métiers d'ailleurs, qui sont chaque fois inventés. Alors, nous avons une merveilleuse Delphine, une merveilleuse économiste d'intelligence collective. Nous avons Vincent, un fantastique biologiste d'entreprise. Nous avons Pamela, notre éternel philosophe jardinier. Et je me dois une explication pour cela. Pourquoi jardinier? En fait, elle n'est pas jardinière, mais elle a besoin de jardiner en fait le jardin d'Ordinata, parce que notre mission d'entreprise est de cultiver le collectif et de cultiver la personne. Or, pour cultiver collectif et personne, on a besoin de jardiniers, vous en conviendrez. Il y a Céline, ingénieure de sources. Et de sources, je vais parler plus longtemps ce matin. Il y a Catherine, la pédagogue de synergie sociale. Il y a David, qui vient de nous rejoindre, de langue allemande. En français, son titre, c'est un étudiant en fait en médecine, et son titre est Soutien hippocratique en participation. Et puis finalement, nous avons Regula, qui est sociologue d'équivalence. Elle est responsable du bureau d'égalité dans un grand département fédéral à Berne. Voilà, nous organisons chez Ordinata des workshops pour nos clients. Nous faisons beaucoup de formations dans cette dynamique participative dont Anne vient de parler. Et nous donnons aussi des accompagnements individuels, ceci bien sûr afin de cultiver le collectif et de cultiver la personne. Voilà, notre dada, nos violons d'ingres, ce sont l'intelligence collective, je dirais, et la synergie. Alors c'est quoi l'intelligence collective? Pour faire court, je dirais que l'intelligence collective, c'est penser ensemble, c'est réfléchir ensemble. Et son pendant, l'autre face de la même médaille, s'appelle l'énergie, la synergie, qui veut dire agir ensemble, faire ensemble. Et l'intelligence collective, donc, a toujours comme pendant concret la synergie, le penser ensemble, se transforme in fine toujours en agir ensemble. En tout cas, cela devrait être le cas. Alors, notre spécialité, nous l'appelons l'art du nous, autrement dit, dynamique participative, que nous développons avec des partenaires belges, notamment Martine Marraine, une personne fantastique à Bruxelles. Tout notre parcours d'Ordinata, je l'ai décrit dans un petit livre qui s'appelle Le dit d'Ordinata. J'ai pris quelques exemplaires avec moi, on va les mettre sur une table après les réflexions de ce matin. Je suis en cours de formation de co-développement. En avril, j'ai commencé, j'ai donc fait les cycles 1 et 2,
Et je suis déjà inscrit au cycle 3 et 4, je crois, qui s'appellent, qui vont avoir lieu en mars et en juin de l'année 2019. Mon but en m'inscrivant était de faire la connaissance d'autres outils au service du collectif, de mettre mon nez dehors, de faire de la fertilisation croisée, en quelque sorte. Et j'ai vite été enthousiasmé par les nombreux liens qui existent et que je vois, qui me crient à la figure, entre le co-développement et la dynamique participative. Entre cette manière extraordinaire de réfléchir ensemble qu'est le développement et cet art du nous qu'est la dynamique participative, à tel point que je dirais même que co-développement et dynamique participative, dans ma tête, ce sont des jumeaux identiques monozygotes. Donc c'est très très proche, hein, pour dire. Voilà. Ce pressentiment de proximité a manifestement été partagé d'une manière ou d'une autre par Anne et par Dominique, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Qui s'est inscrite à la formation dynamique participative. Oui, en plus, hein, qui viendra au mois de mars, oui, faire la fertilisation croisée dans l'autre sens. Alors, le titre, prenons le temps de réfléchir. J'aimerais encore en dire quelque chose. J'aimerais d'abord vous avouer quelque chose, c'est que ce titre me met mal à l'aise. Surtout quand je regarde ma femme. Parce que prendre le temps, elle me dira, ben, tu n'as jamais le temps. J'aimerais bien que tu aies un peu plus de temps pour les enfants et pour moi. Et en même temps, prendre le temps de réfléchir, c'est le métier que je fais chez Ordinateur toute la journée, en fait. J'accompagne des organisations à prendre le temps de réfléchir. Donc, vous voyez mon combat intérieur, hein, prendre le temps de réfléchir, ça je le fais, mais prendre le temps pour autre chose, je le fais peut-être pas assez. Se prendre le temps de réfléchir, c'est vraiment notre métier chez Ordinateur, c'est ce que nous faisons chaque jour avec nos clients. Et je peux aussi vous témoigner que prendre le temps de réfléchir, c'est un besoin que j'ai aussi personnel, un besoin de retraite, un besoin de réflexion, de sortir le nez du guidon pour poser des réflexions et pour aller de l'avant. Et je pense que le co-développement notamment joue un rôle très intéressant et très important dans se prendre le temps de réfléchir précisément. On va y revenir. Alors, mes intentions dans ce partage, elles sont au nombre de 3. J'aimerais d'abord aborder ce thème du temps pour réfléchir dans sa dimension individuelle et collective, dans le sens de l'art du nous, qui justement réunit ces deux dimensions individuelles et collectives. Donc on va jouer sur les deux tableaux, en quelque sorte. Deuxièmement, j'aimerais faire de mon partage un exercice de connexion entre le monde du co-développement, que vous partagez tous et que je commence à partager avec vous, et celui d'Ordinateur, donc celui de la dynamique participative et des principes sources, de faire en quelque sorte cette fertilisation croisée dont Dominique a aussi parlé, Anne et moi tout à l'heure. Et troisième intention, c'est que j'aurais moi l'intention que cette réflexion, ce partage puisse être décuplé dans ses effets par le temps de réflexion que vous allez prendre après mon intervention en petits groupes et qui est vraiment là pour avancer vous sur ces questions. Et donc là je me souviens d'un fameux pédagogue français, Antoine de la Garandrie, qui a déterminé l'importance de la mise en projet quand on fait quelque chose. La mise en projet est du côté de l'intention. Quel est mon projet quand j'écoute un partage, par exemple? Et là, je voudrais vous inviter à interroger maintenant votre intention et peut-être en pensant au fait que dans 30 minutes, vous allez pouvoir réfléchir et échanger avec d'autres participants à cette journée en petits groupes. Et donc, si vous pouvez écouter ce que je vais vous raconter dans cette perspective-là, ça va rendre
plus percutant votre échange, et ça va le rendre beaucoup plus intéressant et plus utile pour vous. Et donc, une sorte de mise en projet, une mise en intention. Je ne suis que l'amuse-bouche. Ce qui va vraiment se passer, c'est ce qui se passe dans les groupes de réflexion. Parce que là, on est dans l'esprit du co-développement, en quelque sorte. On est en train d'échanger pour réfléchir. On prend le temps de réfléchir, on le fait. On ne discute pas dessus, en quelque sorte, mais on le fait. Voilà. Donc, si vous pouvez vous donner une intention de ce type-là, ça serait vraiment formidable. Alors, j'en viens au premier axe de ma réflexion. Réfléchir et prendre le temps. Pour qui? Pourquoi? Alors, je vais tout de suite vous donner la réponse. C'est très facile pour le philosophe, comme ça, après, je peux m'étendre beaucoup, mais je vous aurais déjà donné la réponse. Alors, pour moi, la réponse à réfléchir et prendre le temps, pour qui c'est? Eh bien, c'est pour nous tous. Et pourquoi? Parce que nous sommes tous des personnes sources. Des personnes sources. Alors, qu'est-ce qu'une personne source? Prendre le temps de réfléchir, cela concerne chaque être humain, en particulier l'être humain en tant qu'il est une personne source. La personne source, c'est toute personne qui a une intuition, qui a une idée, et qui prend des initiatives et aussi des risques pour réaliser cette idée. La personne source, autrement dit, démarre un projet. Elle crée un collectif autour de ce projet. Elle a une passion pour son projet. Elle ne ménage pas sa peine pour avancer son projet, pour le faire avancer. On dirait qu'elle est pleine d'énergie pour développer son projet. C'est ça une personne source. Donc personne source, c'est une personne qui a une intuition, une idée au départ, qui prend des initiatives et des risques pour réaliser cette idée. Une personne qui démarre donc un projet, qui démarre un collectif autour de ce projet et qui est plein de passion et d'énergie pour réaliser ce projet. Voilà. Et on pourrait dire qu'en prenant son initiative, la personne source crée un champ. Elle a besoin d'autres personnes pour l'aider à réaliser son projet. C'est rare les projets où on peut être tout seul à les réaliser. Donc, la plupart du temps, il y a un collectif qui est créé, tout simplement parce que le champ est trop grand et qu'il va falloir des aides pour faire un bout du boulot dans ce champ. Donc, c'est là que naît le collectif, quand la personne source invite d'autres personnes dans son champ. Chaque personne qui rejoint le projet est invitée à s'occuper d'une partie de ce champ. Ces aides, dans la théorie des principes sources, nous l'appelons des sources spécifiques. Donc les personnes qui aident à l'intérieur du champ, pour les distinguer de la personne qui a donné la première initiative du projet et qu'on appelle la source globale. Donc il y a la source globale qui a l'intuition, l'idée, et puis ensuite confie des parties de son champ à des personnes qu'on appelle des sources spécifiques. Alors, chacune de nos organisations, que ce soit des entreprises, des institutions, des collectivités, des projets, est composée des personnes sources, et chacun de nous occupe plusieurs rôles de source dans sa vie, tantôt spécifiques, tantôt globales. Donc, la personne source, vous l'aurez compris, c'est la personne qui est entièrement responsable de son projet, ou, s'il s'agit d'une source spécifique, entièrement responsable de la portion du champ qui lui a été confiée. Et ce qui est vraiment chouette de constater, c'est que quand une personne source globale a bien transmis une portion du champ à une source spécifique, c'est la source spécifique qui va recevoir les intuitions concernant sa partie du champ. Donc elle investit complètement cette responsabilité de la partie du champ qu'elle a reçue en mandat. Et quand le moment sera venu, la personne source pourra transmettre sa source à une autre personne afin que son projet puisse se poursuivre et prospérer aussi quand elle ne fera plus partie du projet. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes d'entre nous. Si nous travaillons dans une organisation plus grande,
eh bien, souvent nous prenons la place de quelqu'un qui a déjà exercé plus ou moins la même fonction que nous. Et donc, cela veut dire que ce qui m'est transmis, c'est une véritable responsabilité sur une partie du champ de l'organisation à laquelle j'appartiens. Alors, parce que sa tâche principale consiste, posons la question autrement. Tout cela est très bien, donc il y a des personnes sources, on est en train de s'éloigner de notre thématique, mais en fait pas du tout. Parce que, quelle est la raison principale, le thème principal, le rôle principal, la tâche principale d'une personne source? C'est à cela que nous devons réfléchir, et c'est là que la réflexion et le temps de la réflexion va pointer son nez. Donc, pourquoi la personne source a-t-elle besoin de réfléchir? Eh bien, parce que sa tâche principale, en tant que personne source, consiste à clarifier quel est le prochain pas à faire pour le développement de son initiative. Son initiative, soit dit en passant, qui peut aussi être quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec le monde du travail. Je peux être une personne source d'une maison. Je peux être personne source d'une relation. Je peux être personne source de la destination de nos prochaines vacances familiales. Vous voyez, les principes sources, en fait, épousent toute activité humaine. Et la tâche principale, dans quelque secteur que ce soit où je suis source, où je suis personne source, eh bien, ma tâche principale sera de clarifier le prochain pas qui est à faire dans le développement de mon projet. Et puis, ceci est bien sûr un processus sans fin, parce qu'une fois que j'ai posé le prochain pas, que je suis devenu au clair sur le prochain pas, il y aura un nouveau prochain pas à faire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le boulot de la personne source, c'est de réfléchir, de clarifier quel est le prochain pas dans le développement de mon projet. Or, une personne source, et ça c'est vraiment étonnant, on pourrait dire oui, tout ça est très, très joli, mais dans la réalité, eh bien dans la réalité, la personne source, en fait, très souvent, n'a aucune idée quel est le prochain pas. Elle est dans le doute. Elle patauge dans le yogourt, comme nous disons en Suisse, le yaourt. C'est vraiment comme si on était en train de visionner un film sans film dans une chambre noire, où il n'y a pas de film, où il y a rien en fait. C'est pour la personne source, c'est difficile, c'est ardu, c'est pénible de constater qu'en fait je n'ai aucune idée sur le prochain pas, alors que peut-être mes sources spécifiques dans mon projet se pressent au portillon pour savoir quel est le prochain pas, et je n'ai aucune idée. Donc comment devenir plus clair sur le prochain pas qui est à faire dans le développement de mon projet? Eh bien, la personne source a 3 grands moyens à disposition pour cela. Premier grand moyen, c'est qu'elle peut écouter ses intuitions. Des intuitions qui peuvent donner un éclairage instantané sur le prochain pas qui est à faire. Alors, c'est magnifique, mais les intuitions, c'est des cadeaux qu'on ne peut arracher à personne. En fait, l'intuition ne se commande pas. On peut favoriser les conditions cadres d'une intuition. Moi, je sais que me promener dans la forêt, ça m'aide à cela. Donc, si j'ai besoin d'intuition, je peux organiser une promenade dans la forêt. Mais ça ne veut pas dire pour autant que pendant cette promenade-là, j'aurais eu une intuition. Donc, il reste les 2 autres moyens sur lesquels j'ai plus de prise. Le deuxième moyen, c'est de réfléchir, justement, de réfléchir individuellement et de me ressourcer dans des moments de réflexion personnelle. Et je pense que c'est un moyen très important, c'est le moyen de la retraite, le moyen du ressourcement, le moyen où je suis seul avec moi-même pour avancer sur un prochain pas dont je ne vois toujours pas les contours. Et puis le troisième moyen extraordinaire pour devenir au clair sur le prochain pas, c'est de dialoguer avec autrui. Donc, d'entrer dans un collectif
un collectif qui peut être un collectif à deux. On peut très bien dialoguer avec autrui en bilatéral. Et c'est d'ailleurs même le dialogue en pratique, c'est cela, c'est entre deux personnes. Mais on peut aussi dialoguer, réfléchir en groupe. Et c'est précisément ce que fait le co-développement. Donc, vous voyez maintenant où j'en veux venir. Prendre le temps de réfléchir seul et avec d'autres, c'est nécessaire pour toute personne source, globale ou spécifique, qui cherche à clarifier le prochain pas qui est à faire dans le développement de son projet. Or, prenons conscience, tous ensemble, que le client en co-développement, c'est une personne source. Elle a besoin de clarifier les prochains pas de son projet. Quand je dis projet, je pense aux 3 P qui m'ont été enseignés en avril dernier, que sont les préoccupations, les problèmes et les projets. Voilà. La personne source, le client, vient avec ça, avec les 3 P. Vient avec un gros point d'interrogation sur le prochain pas ou les prochains pas qui seraient à faire dans le développement de sa préoccupation, de son problème, de son projet. Cette personne source a donc besoin d'abord d'écouter ses propres intuitions et de prendre le temps de réfléchir. Elle a besoin de le faire, de prendre le temps de réfléchir seule, mais aussi en dialogue avec autrui. Et c'est exactement ce que nous faisons dans une réunion de co-développement. Alors, j'espère avoir clarifié pourquoi il est important de réfléchir, pour nous tous, parce que nous sommes tous des personnes sources. Maintenant, pourquoi faut-il prendre le temps de réfléchir? Nous avons besoin de prendre le temps de réfléchir, de la réflexion, car notre réflexion n'est pas instantanée. L'intuition, elle, est instantanée, c'est un flash. Mais la réflexion, c'est un processus, avec un avant et un après. Or, Aristote disait déjà, il y a 2500 ans, que le temps est la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Le temps est la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Nous sommes tous des êtres de corps et d'esprit. Nous n'avons pas la science infuse. Notre connaissance se développe graduellement par le raisonnement qui se déroule en étapes. On pourrait, pour ainsi dire, dans notre monde informatisé, que nous sommes des êtres séquentiels. Et en quoi est-ce que c'est difficile aujourd'hui de prendre le temps de réfléchir? Notre monde, c'est tout simplement parce que notre monde actuel a tendance à accaparer le temps, à nous imposer des rythmes par notre manière de travailler, par notre manière de communiquer, par la vitesse avec laquelle nous nous déplaçons. Et j'en suis bien heureux, parce qu'en 4 heures, j'étais à Paris. Et vous aussi, ceux qui sont venus de plus loin. Par notre manière de voir, en fait, cette vitesse accélérer tous les mouvements de notre vie, en fait, toutes nos activités, en nous laissant de moins en moins de temps de réfléchir. Et en plus, la réflexion en tant que processus, ça c'est aussi intéressant de prendre conscience, c'est quelque chose qui prend plus, qui passe davantage par la parole que par la vision, par la vue. Et voilà pourquoi il est important de se réunir. Parce que dans une réunion, on échange des paroles. À la télévision, sur nos écrans, nous échangeons des images. Or, l'image a un effet immédiat, peut être lue, entre guillemets, en un seul instant, alors que la parole est forcément séquentielle, c'est quelque chose avec un avant et un après. Rien que pour faire une phrase, il faut dérouler un certain nombre de secondes. Voilà. Donc, c'est aussi important de se rendre compte que notre société qui est vraiment, qui favorise beaucoup le visuel, en fait ne nous aide pas
à prendre le temps de réfléchir, parce que nous diminuons en fait dans notre quotidien les moments où nous sommes dans cette séquence les uns avec les autres qui passe par l'ouïe et bien sûr par l'expression, par la voix. Voilà, donc je dirais même un petit peu avec un petit terme malicieux que le temps de la réflexion devient presque un peu un acte de résistance aux aspects négatifs de la vie moderne. Et c'est peut-être aussi pourquoi il va falloir résister à ces influences dont Dominique a parlé dans son introduction, de gens qui disent « mais est-ce que oui, tout cela est très bien, mais est-ce que ça ne peut pas aller 2 fois plus vite ?» Eh bien non, parce qu'on a besoin de ce temps séquentiel les uns avec les autres. Sinon, on s'envoie une image, et puis on s'envoie une photo, en fait, Instagram. Et là, on peut être directement, immédiatement en, fait, en connexion les uns avec les autres, mais on n'ira pas loin. On ne prendra pas en tout cas le temps de réfléchir. Alors, une distinction intéressante concernant la notion de temps, c'est que c'est celle entre le temps chronos et le temps kairos. Le temps n'est pas uniforme. Les anciens Grecs le savaient déjà en faisant cette distinction entre temps chronos et temps kairos. Alors, dans la mythologie grecque, Chronos, un personnage important de la mythologie, ne supportait pas l'idée qu'on puisse lui succéder. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Sitôt leur naissance, il a chaque fois fait disparaître ses enfants, pour qu'ils ne puissent être succédés par personne. Voilà. Il est dévoré. Il est dévoré. Et son épouse, comme toutes les épouses, a cherché à trouver une solution. Elle n'avait pas encore le co-développement pour y arriver, mais elle a fait des réflexions individuelles et elle a sauvé le dernier enfant en remplaçant l'enfant par une grosse pierre. Et donc son mari a avalé la pierre et l'enfant était sain et sauf. Or, l'enfant a pu éliminer son père et a sauvé ses frères et sœurs, parce que dans les mythologies c'est possible. Et ensemble, ils se sont installés sur l'Olympe et c'est devenu le règne de Zeus. Zeus, le grand dieu de la mythologie grecque. Voilà. Donc ce père qui mange ses enfants est l'image du temps qui passe inexorablement et qui précipite chaque instant à peine éclos dans le passé. C'est ça l'idée, la précipitation des instants dans le passé. C'est ça le temps chronos. Le temps comme mesure du mouvement selon l'avant et l'après, pour reprendre la formule d'Aristote. Le temps chronos nous dévore. C'est le temps après lequel nous courons jour après jour. Chronos, c'est le temps quantitatif. Le temps kairos est le temps qualitatif. C'est la perception intuitive d'un instant favorable, d'une occasion à saisir. La perception intuitive d'un instant favorable, d'une occasion à saisir. Le temps kairos n'est pas à gérer, mais à habiter dans toute sa profondeur. Le temps kairos s'introduit dans le temps chronos pour le bousculer et pour le dépasser. Kairos est le temps de la rencontre. Alors, la personne source vit dans le temps chronos, nous tous, hein, évidemment, mais elle aspire au temps kairos, ce temps où j'ai la perception intuitive d'un instant favorable, d'une occasion à saisir. Elle cherche, la personne source, elle cherche le moment favorable pour poser le prochain pas en avant. Et les 3 mouvements de la personne source pour clarifier le prochain pas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que sont l'intuition, la réflexion et le dialogue, s'appuient d'une manière heureuse à la fois sur le temps chronos et sur le temps kairos. C'est ce mélange de chronos et de kairos qui nous intéresse aussi dans nos rencontres de co-développement. Il s'agit de voler du temps au temps chronos pour savoir reconnaître et saisir le kairos quand il s'annonce comme un cadeau. Voilà, ça c'est pour le
premier axe de réflexion, j'en viens au deuxième axe, prendre le temps de réfléchir seul et ensemble. Alors, en développant la dynamique participative avec nos confrères belges, nous avons très vite découvert que pour créer un vrai nous, il n'y a qu'un seul ingrédient indispensable, à savoir des jeux qui jouent pleinement leur rôle de jeu. Vous n'avez pas de nous sans jeux qui sont pleinement debout. J-E, oui, des jeux et des nous. L'intelligence individuelle est condition de l'éclosion de l'intelligence collective. C'est pour cela que, avant de démarrer leurs questions ou leurs apports, les consultants dans une séance de co-développement ont tout intérêt à prendre quelques instants de réflexion personnelle avant de commencer à contribuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez, c'est une leçon que l'on peut prendre pour l'ensemble des activités que nous menons avec des groupes. Quand vous faites un fameux brainstorming, comme l'évoquait tout à l'heure Dominique, ne commencez pas à mettre tout azimut des choses sur des flipcharts ou sur des post-it, mais donnez quelques minutes de réflexion individuelle aux gens. Cela a été prouvé scientifiquement que cela décuple les effets et la qualité des réponses, des idées qui vont venir par après. Eh bien, c'est la même chose dans le co-développement. Prenons des micro-moments de réflexion individuelle à l'intérieur de différentes étapes, au départ de différentes étapes du processus. Cela va rendre nos contributions beaucoup plus intéressantes. Ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur est le mouvement même de la vie. C'est comme ça que nous sommes venus au monde. C'est un mouvement circulaire où, après être sorti de soi, on retourne à soi. Alors, cela me fait penser aujourd'hui, je suis un ancien universitaire, et c'est la fête aujourd'hui d'Albert le Grand, qui est le patron des universités. Et donc j'ai tout de suite pensé à son élève Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Donc j'ai fait beaucoup de philosophie médiévale dans